Bonjour à tous. Je vois que vous êtes nombreux, donc ces sujets vous intéressent énormément. Moi, effectivement, je fais partie de la CARA, qui est une mutuelle d'épargne de retraite et de prévoyance. On est partenaire de l'UNAPI depuis 2012. Je remercie l'UNAPI Bourgogne-Franche-Comté de m'avoir invité aujourd'hui. Et j'espère pouvoir vous apporter les principales réponses à vos questions concernant l'épargne handicap. Donc voilà, je vais essayer d'être le plus succincte possible et de faire en sorte que cette information soit le plus accessible possible. N'hésitez pas après, si vous avez des questions un petit peu plus personnelles, je serai dans l'espace stand d'à côté. Alors, on va, on va déjà commencer par faire un petit peu connaissance, parce que voilà, quand on échange, c'est bien de savoir à qui on a affaire, à qui est la CARAC exactement, en quelques mots. Vous avez déjà eu un petit aperçu tout à l'heure, enfin un aperçu, un bon détail des aides sociales qui peuvent être proposées. Dans un premier temps, on va voir un petit peu ensemble le mécanisme des aides sociales par rapport notamment au financement. Vous savez que certains placements peuvent avoir un impact sur les aides sociales. Donc, je vais aborder avec vous, mais de manière succincte, puisque vous avez déjà eu quelques détails tout à l'heure, ce volet-là. Et ensuite, on verra plus en détail l'épargne handicap. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Et comment en bénéficier? Alors n'hésitez pas, hein, si tout au long de l'intervention, vous avez des questions, voilà, on peut y répondre au fur et à mesure. Je vous laisserai quelques temps de parole entre chaque étape pour que ce soit un petit peu plus dynamique. Alors comme je vous le disais, donc la CARAC, en fait, c'est une vieille dame, hein. À la base, on a été créée par et pour les anciens combattants, donc vous allez me dire, mais quel rapport avec la réunion d'aujourd'hui? En fait, qui dit ancien combattant dit aussi blessé de guerre. Donc de fil en aiguille, on s'est retrouvé en fait face à un public en situation de handicap. Et donc on a proposé assez rapidement la solution l'épargne handicap, ce qui est une assurance vie en fait. La mutuelle Carac donc, est présente vraiment partout en France. On a des conseillers mutualistes qui se déplacent à domicile ou qui reçoivent en agence et qui sont formés aussi spécifiquement aux problématiques que vous rencontrez en tant que parent notamment ou en tant que personne en situation de handicap. Voilà, le but lors de ces entretiens, c'est vraiment de vous accompagner au mieux pour vous apporter les solutions pour préserver au mieux les ressources dont vous disposez. Et comme je vous le disais, donc l'UNAPI, on est partenaire de l'UNAPI depuis 2012. Voilà, on a cette démarche d'information, d'accompagnement des familles auprès des publics accompagnés par l'UNAPI. On propose aussi une épargne solidaire dont est bénéficiaire l'UNAPI. Alors, on va avancer. Donc, on va rentrer déjà dans le vif du sujet concernant le mécanisme des aides sociales. Comme je vous le disais, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est quand même important de bien comprendre le principe, comment ça fonctionne une aide sociale, pour ensuite bien comprendre quel type de placement on peut mettre en place en fonction des différentes aides qu'on perçoit. Alors, je n'ai pas l'habitude d'être statique. Dans ces financeurs, donc vous l'avez vu ce matin, donc les principaux financeurs, ce sont la CAF et le conseil départemental. D'une manière globale, les critères qui sont pris en compte pour vous attribuer une aide sociale, ça va être les revenus, le patrimoine, le degré de handicap. Et en fonction de ces critères-là, l'aide sociale va être plus ou moins importante. Donc quand on dit l'aide sociale, c'est toutes les aides sociales. Là, je parle de toutes les aides sociales et pas uniquement de l'aide sociale à l'hébergement. On va commencer par vous donner un petit exemple, par exemple sur l'AAH, donc l'allocation adulte handicapé. Donc ça, je suppose que voilà, vous connaissez tous. Et donc, ce petit schéma pour vous expliquer le principe concernant l'AAH, il faut savoir que quand vous faites un placement sur, par exemple, un livret A, un LEP, un LDD, ce placement ne va pas avoir d'impact sur l'AAH puisqu'il n'y aura pas de fiscalité. Tandis que la petite ligne en rouge là qui est en dessous,
tout ce qui est livret bancaire, contrat terme, etc., tout ce qui est soumis à la fiscalité, en fait, tout ce que vous déclarez sur votre feuille d'imposition, notamment dans les intérêts que vous allez déclarer sur votre feuille d'imposition, eh bien, s'il y a une fiscalité, là, il peut y avoir un impact possible sur la hache, qu'elle soit réduite, voire même supprimée, en fonction des montants, bien évidemment. Alors, concernant les revenus pris en compte, donc vous l'avez vu tout à l'heure, hein, je vous disais, la hache va prendre en compte l'ensemble des revenus imposables, pour pouvoir, le département va prendre en compte l'ensemble des revenus, pardon, pas le département, la CAF va prendre en compte l'ensemble des revenus imposables pour pouvoir déterminer ce montant. Et je vous donne un petit exemple en bas d'un PEL qui est soumis à intérêt. Qui dit intérêt, ce sont des intérêts qui sont ici fiscalisés. Et donc la hache va pouvoir être impactée à la baisse avec ces intérêts fiscalisés. Et en fonction de la somme, si la hache n'est pas accordée à taux plein, ça peut avoir un effet domino dommageable sur d'autres aides, notamment par exemple sur la majoration de la vie autonome, qui peut être amenée à s'annuler. Ensuite, on a, je vous donne un autre exemple, qui est celui de l'aide sociale à l'hébergement. L'aide sociale à l'hébergement, donc, qui est attribuée par le département. Cette aide sociale à l'hébergement, par contre, si vous faites un placement sur un livret A, AEP, ALDD, ou sur d'autres types de placements qui vont être fiscalisés, là, peu importe, en fait, l'ensemble du patrimoine financier va être pris en compte dans le calcul de cette ASH, qui pourrait être donc soit diminué, soit, en fonction des montants, peut-être même amené à être non attribué. Sur cette ASH, donc là, je vous disais, c'est l'ensemble des ressources qui sont prises en compte, donc tous les revenus professionnels, locatifs, les intérêts de certains PEL, etc. Les contrats d'assurance vie en font partie. On le verra tout à l'heure, l'assurance vie épargne handicap est exclue de ce calcul de ressources. Et vous avez eu déjà un focus tout à l'heure, j'ai entendu qu'il y avait des questions sur la récupération. Donc voilà, comme vous l'avez expliqué, la récupération est possible uniquement sur l'actif successoral, sauf si les héritiers sont les parents, le conjoint, les enfants, ou la personne qui a assumé la charge effective et constante de la personne en situation de handicap. Mais ça, je sais qu'on vous a répondu à cette question-là tout à l'heure. Alors, pourquoi on a vu tout ça? Parce qu'en fait, il est vraiment important de voir ici l'impact de ces différents placements que vous allez pouvoir mettre en place pour votre enfant en situation de handicap, par exemple, ou pour vous-même si vous êtes en situation de handicap et vous percevez une aide sociale. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est en gros, concernant la hache, s'il y a une fiscalité, je dirais attention, renseignez-vous bien de l'impact possible sur votre AH. S'il n'y a pas de fiscalité, il n'y aura pas d'impact sur cette AH. Et concernant l'ASH, donc l'aide sociale à l'hébergement, là, vous voyez que l'ensemble des placements peut avoir un impact, peut être pris en compte dans le calcul des ressources. Par contre, l'assurance vie épargne handicap, attention, là je parle du placement, je ne parle pas des rachats, etc. Là, l'assurance vie épargne handicap, par contre, c'est le seul point qui est mis en vert, puisque dans ce cadre-là, il n'y aura pas d'impact sur votre ASH. Donc, tout ça pour vous dire que, en fonction des différents placements, il est vraiment important de vous renseigner en amont. Moi, j'ai déjà rencontré des familles en fait qui, en voulant bien faire, par exemple, avaient placé une certaine somme sur un contrat épargne handicap, donc très bien. Mais pour pouvoir placer cette somme sur l'épargne handicap, ils étaient allés piocher dans une assurance vie existante. Quand vous faites un rachat sur un contrat d'assurance vie, ce retrait, en fait, on appelle ça un rachat, est soumis à fiscalité. Il y a des intérêts en fait qui sont compris dans ce rachat, et en fonction de l'ancienneté de votre contrat et du montant racheté, il peut y avoir un impact du coup sur votre feuille d'impôt. Vous allez devoir le déclarer. Et donc, moi j'ai rencontré une dame il n'y a pas très longtemps qui avait donc retiré une grosse somme d'argent d'un très vieux contrat d'assurance vie pour ouvrir un contrat épargne handicap, sauf que l'année suivante, son fils s'est retrouvé avec une AH quasi nulle en fait, de ce fait-là.
Donc, ce qui est important de retenir ici, c'est que avant de faire un rachat, par exemple sur un contrat d'assurance vie, avant de placer, notamment de placer sur un contrat qui est soumis à fiscalité, renseignez-vous bien sur l'impact de cette fiscalité sur vos aides sociales. Et donc, pour vous renseigner, bah, c'est pas compliqué, hein, ça c'est l'organisme qui va vous proposer le rachat. Par exemple, si vous détenez voilà, un contrat d'assurance vie auprès d'une banque ou d'un autre assureur, il est en mesure de vous dire le montant des intérêts qui est compris dans ce rachat. Ça va, là, c'est clair? Ok. Alors, maintenant qu'on a fait ce petit aparté sur le mécanisme des aides sociales, on va voir l'épargne handicap. Alors, l'épargne handicap, est-ce que certains connaissent déjà? Oui. Et ben voilà, je vais vous faire monter. Alors, vous allez m'expliquer. Non, vous n'avez pas envie. Alors, l'épargne handicap, en fait, c'est une assurance vie épargne handicap. L'épargne handicap, c'est une option fiscale qui est adossée à un contrat d'assurance vie. C'est pas un livret bancaire, voilà, c'est vraiment une option fiscale qui est mise sur un contrat d'assurance vie. Et donc, cette épargne handicap octroie certains avantages. Il y a aussi des conditions d'éligibilité pour pouvoir y prétendre. Donc, on va voir ça tout de suite. Et puis, à quoi ça sert un contrat d'épargne handicap? Finalement, je vais vous dire, un contrat épargne handicap, ça sert à la même chose que... C'est le même intérêt que si vous ouvrez, par exemple, un contrat d'assurance vie classique. Vous allez l'ouvrir pour financer certains projets, que ce soit tout simplement pour vous constituer une épargne, pour vous, pour vos proches, parce que sur les contrats d'assurance vie, on peut même ouvrir un contrat d'assurance vie à un mineur, par exemple. Il n'y a pas d'âge nécessaire. On peut ouvrir autant de contrats d'assurance vie qu'on le souhaite. On peut également, par le biais de ce contrat d'assurance vie, envisager d'avoir des revenus complémentaires. Donc un capital qu'on fait fructifier pendant plusieurs années peut ensuite être transformé en ce qu'on appelle une rente viagère. Et cette rente, en fait, est ensuite perçue tout au long de la vie. Donc après, les mécanismes diffèrent d'un organisme à l'autre, mais sur le principe, voilà, vous pouvez vous servir d'un contrat assurance vie, et donc d'un contrat assurance vie épargne handicap, pour constituer des revenus complémentaires. C'est vrai que ça, c'est assez intéressant, notamment, voilà, moi j'ai en tête des parents qui mettent de côté pour leur enfant, et donc qui souhaitent faire en sorte que, une fois que eux ne seront plus là, ou alors quand leur enfant aura atteint, par exemple, à partir de 50 ans, on peut toucher cette rente-là, eh bien, faire en sorte que leur enfant touche une rente de manière régulière, et donc qu'il ait une certaine sécurité financière. On sait aussi que le passage à la retraite d'une personne en situation de handicap peut aussi amener à des revenus qui ne sont pas forcément conséquents. Donc le fait d'avoir des revenus complémentaires, ça va venir aussi permettre d'avoir des ressources financières pour assurer la sécurité et l'avenir de son enfant. Et puis, l'épargne handicap et l'assurance vie d'une manière générale, c'est aussi un très bon outil de transmission, puisque quand vous ouvrez un contrat d'assurance vie, vous pouvez désigner des bénéficiaires. C'est vous qui les choisissez. Et donc, ces bénéficiaires, eh bien, forcément, vous allez leur transmettre un patrimoine via ce contrat d'assurance vie, en vue de les protéger, en vue de leur donner des ressources complémentaires. Et il y a une fiscalité aussi qui est très intéressante dans le cadre de l'assurance vie, notamment en cas de transmission, puisque d'une manière générale, on peut transmettre jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire sans avoir de droit de succession. Hein, et ça se cumule aux abattements ordinaires en fait, dans le cadre des successions. Donc c'est vrai que ça, c'est très intéressant quand on a un gros patrimoine à transmettre. Ça va là pour cette partie? Alors, après, à proprement parler, donc maintenant qu'on a vu le côté assurance vie, parce que comme je vous le disais, hein, l'épargne handicap vient se greffer, en fait, c'est une option qu'on vient greffer sur le contrat d'assurance vie. Eh bien, l'épargne handicap, donc ce dispositif fiscal, en gros, à quoi ça sert et quels vont être les avantages de ce contrat épargne handicap. Alors, quand vous ouvrez un contrat d'assurance vie,
chaque année, vous percevez des intérêts. En fin d'année, vous percevez vos intérêts. Sur ces intérêts, il y a toujours une part qui est prélevée, qui s'appelle les prélèvements sociaux. Donc ça vient diminuer en fait le rendement de votre contrat. Dans le cadre de l'épargne handicap, ces prélèvements sociaux ne sont pas prélevés. Donc ce qui fait que votre rendement en fait, va être supérieur à un rendement d'un contrat d'assurance vie classique. Ces prélèvements sociaux, par contre, vont être prélevés uniquement en cas de rachat sur votre contrat ou alors en cas de sortie en rente. Ensuite, l'autre avantage, qui n'est pas négligeable, c'est la réduction d'impôts. Alors la réduction d'impôts, c'est vrai que j'entends souvent, on me dit, oui, mais moi, voilà, je suis en situation de handicap, je travaille dans un établissement, je n'ai pas forcément des gros revenus, je ne suis pas imposable. Ok, par contre, on a souvent aussi des parents dont les enfants sont encore attachés au foyer fiscal. Des parents en situation de handicap qui sont encore attachés au foyer fiscal des parents. Et dans ce cadre-là, en fait, cette réduction d'impôt, alors attention, hein, c'est bien une réduction, c'est pas un crédit d'impôt. Cette réduction d'impôt qui est égale à 25% du montant des versements est appliquée au foyer fiscal. Alors par contre, elle est valable en une seule fois. En fait, c'est 25% pour le foyer. Si vous détenez 10 contrats d'assurance vie, enfin 10 contrats épargne handicap, chaque contrat ne pourra pas bénéficier des 25% de réduction. C'est bien une enveloppe globale. Et bien évidemment, il y a aussi une limite, puisque il y a un montant annuel à ne pas dépasser, c'est-à-dire 1 525 € par an de versement. Alors bien évidemment, vous pouvez verser plus sur votre contrat d'assurance vie épargne handicap, il n'y a pas de montant minimum, mais pour bénéficier de cette réduction d'impôt, elle s'arrête, elle prend en compte que les 1 525 premiers euros de versement. Ensuite, si on a d'autres enfants à charge, il y a 300 € supplémentaires qui sont accordés par enfant à charge. Il faut savoir aussi que cette réduction d'impôt, je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez plusieurs contrats d'assurance vie épargne handicap, elle est valable qu'une seule fois. C'est valable aussi, peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de la rente sur vie. Je ne sais pas si c'est le cas. La rente sur vie, en fait, c'est un contrat qui est ouvert cette fois-ci sur la tête du parent, tandis que l'épargne handicap, c'est un contrat qui est ouvert au nom de la personne en situation de handicap elle-même. Et donc la rente sur vie, en fait, c'est un contrat qui est ouvert sur la tête du parent, et au décès de ce parent, il y a une rente qui va être versée à son enfant. Et donc, si dans le foyer fiscal, les personnes ont, par exemple, une rente sur vie plus une épargne handicap, à côté, sous le format assurance vie épargne handicap, ce plafond de 1 525 € va être appliqué à l'ensemble des contrats. D'accord ? Vous ne pouvez pas avoir un abattement de 1 525 € pour la rente sur vie et un autre abattement pour l'épargne handicap. Tout est regroupé dans cette enveloppe. Alors là, c'était pour la partie un peu financière. Je vous disais tout à l'heure, le lien avec les aides sociales, en fait, c'est que l'épargne handicap, là, ça va être vraiment intéressant concernant les personnes qui perçoivent une des aides sociales, puisque ce contrat épargne handicap va être cumulable avec la plupart de celles-ci. Quand je dis cumulable avec la plupart de celles-ci, ça veut dire cumulable sans avoir d'impact, en fait, sur ces aides. Bien évidemment, il faut se faire accompagner par un professionnel. Voilà, je le disais tout à l'heure, en matière de rachat, par exemple, pas faire n'importe quoi non plus, et bien se renseigner sur la part de fiscalité qui est détenue sur votre contrat. Mais au-delà de ça, il faut savoir que l'épargne handicap est un placement hyper intéressant pour pouvoir épargner, donc pour la personne en situation de handicap, tout en préservant à côté les ressources qui sont attribuées dans le cadre des aides sociales. Et puis, dans le cadre pour les personnes qui sont accueillies en foyer d'hébergement, il y a toujours donc une participation qui peut être demandée dans le cadre des frais d'accueil en foyer. Et donc, l'épargne handicap est exclue aussi du calcul de cette participation. Donc là, c'est aussi un point intéressant. Alors, je parle bien là du contrat épargne handicap en lui-même. Il y a des petites nuances quand même à apporter si vous faites un retrait
en fait, sur votre contrat épargne handicap, c'est le même principe que pour une assurance vie classique. En fonction de l'âge, alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais en fonction de l'âge et du montant de votre contrat, il pourra y avoir donc sur votre achat une partie d'intérêt. Et c'est là où il faut être vigilant, que ce soit de l'épargne handicap ou que ce soit de l'épargne de l'assurance vie classique. Et puis, un des autres avantages, bah là, ça va être le même que celui d'un contrat d'assurance vie. En fait, il faut savoir que le capital reste disponible. J'entends souvent dire, oui, l'assurance vie, c'est un placement qui est bloqué pendant 8 ans, je ne peux pas y toucher. Donc c'est faux. Vous pouvez verser comme vous le souhaitez, vous pouvez retirer l'argent comme vous le souhaitez. Par contre, c'est vrai que une assurance vie, d'une manière générale, et y compris donc une assurance vie épargne handicap, l'objectif du placement, c'est de financer un projet. Donc c'est un placement à moyen ou long terme. Si vous ouvrez un contrat dans le but de le fermer au bout de 2 ans ou de racheter au bout de 2 ans, ça ne va pas forcément être intéressant, puisque je dirais c'est un peu comme le bon vin, hein, l'assurance vie, plus ça vieillit, et plus ça va être intéressant. Voilà, mais sinon, d'une manière générale, sachez que les sommes que vous placez sur votre contrat d'assurance vie vont être disponibles, vous pouvez les retirer à tout moment. De même que les versements, vous pouvez les réaliser aussi à tout moment, faire des prélèvements mensuels, des prélèvements ponctuels. Voilà, il n'y a pas de... Il y a pas, enfin, après, chaque contrat a ses propres clauses, mais d'une manière générale, c'est quand même un capital qui reste disponible. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, donc l'autre avantage, ça va être la possibilité de sortir ce capital en rente. Et cette rente va être cumulable avec l'AH, dans le sens où, dès lors qu'elle ne va pas dépasser 1830 € de part imposable, cette rente n'aura pas d'impact en fait dans le calcul de l'AH. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que ça vous permet d'avoir des ressources complémentaires. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, dans le cadre notamment des retraites, voilà, on a des rentes qui sont versées et qui vont être inclus dans nos ressources hein, quand on est en retraite. Là, cette rente, elle est perceptible à partir de l'âge de 50 ans, donc ça peut être un moyen aussi d'avoir un revenu complémentaire pour préparer notamment la retraite, ou alors tout simplement pour être aussi autonome financièrement. Et dans l'exemple que je vous ai mis ici, je vous parlais tout à l'heure de 1830 € de part imposable. Donc je vous donne un exemple. Si la rente est perçue après entre 50 et 59 ans, faut savoir que il y a une fiscalité particulière sur les rentes. Donc en fonction de l'âge auquel vous transformez votre contrat en rente, la fiscalité va être différente. Et donc cette fiscalité est très avantageuse puisqu'elle permet de ne pas prendre en compte la totalité de la rente dans vos revenus imposables, mais uniquement une partie de cette rente. Donc dans l'exemple que je vous ai mis ici, entre 50 et 59 ans, l'abattement en fait sur les rentes viagères à titre onéreux est de 50%. Ça veut dire que si je perçois une rente de 3 660 €, la part imposable de ma rente va être de 1 830 €. Donc là, je suis dans les clous par rapport au montant cumulable avec la hache. Ça va, c'est clair sur cette partie? N'hésitez pas hein, si c'est pas clair. Et donc, plus vous sortez votre rente tard, plus cette fiscalité en fait va être avantageuse. Donc là, je vous disais, sur cette tranche-là, on a 50% d'abattement. Sur la tranche du dessus, on aura 40%, et ensuite, on a 30% d'abattement. Donc, plus vous la sortez tard, et moins elle est fiscalisée, en fait, cette rente. Et puis, l'épargne handicap, ça va être aussi un très bon outil de transmission du patrimoine, donc au même titre que l'assurance vie, puisque il y a une fiscalité, donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, qui est très avantageuse en cas de décès. Vous pouvez aussi désigner les bénéficiaires. Et je pense aussi notamment aux personnes qui sont sous mesure de protection. Par exemple, dans le cas d'une curatelle,
on peut très bien, voilà, en fonction de la mesure de protection, on peut très bien déterminer aussi les bénéficiaires d'essai. Il n'y a que dans le cadre d'une tutelle, par contre, où généralement la clause, c'est mes héritiers, et là, on ne peut pas aller dans le détail en ciblant une personne en particulier. Mais c'est vrai que ce support financier, en fait, hein, cette solution, est aussi très intéressante pour les personnes qui sont sous mesure de protection. Et puis, je vous l'expliquais tout à l'heure, donc d'une manière générale, l'épargne handicap, c'est quand même voilà, un placement qui est généralement protégé du recours en récupération, puisque le contrat épargne handicap, hein, jusqu'à présent, est exclu en fait du calcul du patrimoine de la personne qui est bénéficiaire de l'aide sociale. En cas de décès de la personne, en fait, s'il y avait un contrat épargne handicap, ben, celui-ci n'est pas inclus, n'est pas récupérable. Oui, vous avez une question. Oui. Les parents, par exemple, qui auraient une habilitation familiale peuvent ouvrir un contrat épargne handicap pour leur enfant, enfin au nom de leur enfant, et choisir eux-mêmes les bénéficiaires. Alors, oui, dans le cadre de l'habilitation familiale, en fait, c'est un petit peu particulier parce que tout va dépendre de cette habilitation. Dans le cadre, nous, ce qu'on va regarder, c'est le jugement de l'habilitation familiale. Est-ce qu'elle est générale ou pas? Et en fait, c'est spécifié dans le jugement de l'habilitation. C'est spécifié s'il y a les actes de disposition, par exemple, qui sont autorisés ou non. Et si les actes de disposition sont autorisés, à ce moment-là, vous pouvez faire souscrire un contrat épargne handicap. Dans le cas contraire, sinon, il faut demander l'accord du juge, en fait. Hein. D'une manière générale, je vous dirais oui, mais après, les conditions pour pouvoir l'ouvrir, soit vous n'avez pas besoin de l'accord du juge, soit vous en avez besoin, mais c'est en fonction du jugement, en fait. Hein. C'est ça. Et les tuteurs? Et pour les tuteurs, il faut l'autorisation du juge. Ouais. L'autorisation du juge. Ouais. D'accord. Mais il y a la possibilité de choisir les bénéficiaires. Alors, le contrat, si on a le... Alors, pour choisir les bénéficiaires, dans le cas de la tutelle, non. C'est la clause, c'est mes héritiers. La clause bénéficiaire du contrat d'épargne handicap, en fait. Oui, mais si la personne est sous mesure de protection, si elle est sous tutelle, quand on ouvre le contrat d'assurance vie, les bénéficiaires désignés, c'est une clause standard. En fait, c'est mes héritiers. On ne peut pas changer. On ne peut pas changer dans le cadre d'une tutelle. Voilà. Voilà. Après, dans les autres mesures de protection, par exemple une curatelle, il n'y aura pas besoin d'accord de juge, sauf si y a un conflit d'intérêts. J'explique, si par exemple la personne qui gère la curatelle, par exemple le parent gère la curatelle et le parent est aussi bénéficiaire d'essai, bah là forcément il y aura besoin d'accord du juge pour vérifier qu'il n'y a pas conflit d'intérêts. Ça paraît assez logique. Mais sinon, dans les autres cas, voilà, ça va être vraiment spécifique en fonction des mesures. Donc la tutelle, c'est mes héritiers. La curatelle, ça va être généralement la personne qui a en charge la mesure de protection peut définir donc avec le majeur protégé, hein, puisque dans le cadre d'une curatelle, il y a bien les deux signatures. Là, on pourra définir les bénéficiaires d'essai. Dans le cadre de l'habilitation familiale, ça, je vous dirais oui, mais en fonction du jugement, en fait. Hein. Il y aura peut-être, s'il y a besoin de demander l'autorisation du juge pour ouvrir, par exemple, le contrat, il y aura aussi besoin de l'autorisation du juge. Forcément, quand on ouvre le contrat, c'est à ce moment-là qu'on désigne les bénéficiaires. Donc, le juge va valider. Alors, si la personne en situation de handicap qui a son contrat d'assurance vie décède, en fait, c'est le même principe que l'assurance vie classique. Ça va être les héritiers qui ont été désignés sur le contrat qui vont bénéficier des sommes qui sont sur le contrat d'assurance vie. D'une manière générale, non. Après, bien évidemment, quand on ouvre un contrat d'assurance vie, quand il y a une désignation de bénéficiaire, il faut s'assurer que les membres de la famille ne sont pas lésés. Hein, il y a des quotités disponibles, et notamment en présence d'enfants. Vous savez qu'on ne peut pas déshériter ses enfants. Donc, il faut vraiment que la quotité disponible soit respectée. Et ça, c'est aussi validé avec le notaire. Si l'enfant qui détient le contrat est un enfant unique,
et qu'il n'y a pas d'héritier, en fait, qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de frères et sœurs. Eh bien, c'est vrai que par défaut, normalement, c'est les parents. Mais après, comme je vous disais, dans le contrat d'assurance vie, on peut nommer les personnes que l'on souhaite. Si ça peut être, je sais pas moi, par exemple, il y a un cousin, voilà, qui s'occupe de la personne et on souhaite que le capital revienne à ce cousin, on peut désigner dans le contrat d'assurance vie. Non, alors ça, ce que vous expliquez, ça c'est le cadre de la succession, en fait, d'une manière générale. D'une manière générale, on va regarder les ascendants, les descendants, etc. Et donc ça fonctionne par rang. Donc ceux qui sont en premier rang vont en bénéficier en premier. S'il y a personne au premier rang, on va regarder au deuxième rang. Mais là, dans le cadre de l'assurance vie, en fait, c'est vraiment un système à part qui a son propre schéma. Là, on va définir vraiment, dès lors qu'il y a un bénéficiaire dans le contrat, il n'y aura pas cette histoire de rang. Sauf si, encore une fois, les quotités, ce qu'on appelle les quotités disponibles, c'est-à-dire la part aussi, la part réservataire de chaque personne n'a pas été respectée. Alors peut-être les questions de succession seront abordées également cet après-midi. Je vous propose qu'on laisse finir Madame Lasca. Il lui reste encore 20 minutes. Et puis ensuite, on aura 20 bonnes minutes de questions-réponses, donc ne vous inquiétez pas. Donc ça va sinon là pour ces parties-là. Ouais. Alors, je vais vous donner un exemple. Là, souvenez-vous, je vous ai dit tout au début, sur la première ligne, quand vous avez un contrat d'assurance vie, vous avez des intérêts sur ce contrat et sur les intérêts de ce contrat, il y a une part qui concerne qui est prise en fait pour payer les prélèvements sociaux. Donc là, je vous ai fait un exemple pour illustrer ces propos. Donc sur la première ligne, vous avez un exemple d'un placement qui est fait sur un contrat d'assurance vie classique. Les prélèvements sociaux s'élèvent à 17,2%. C'est 17,2% qui sont pris sur les intérêts de votre contrat. Donc volontairement, on a mis la somme de 2 525 €, parce que c'est ce qui correspond aussi au plafond pour obtenir la réduction fiscale. Donc je place 1 525 € sur mon contrat. Au bout d'un an, mon contrat, donc là on a pris l'exemple d'un contrat qui rapportait 1,40% de rendement. Donc ce rendement de 1,40% va être réduit par les prélèvements sociaux au final, et donc on va se retrouver avec un rendement de 1,16%. Donc là, mon contrat, à la fin de l'année, il m'aura rapporté un peu moins de 18 €. Et j'aurais pas eu de réduction d'impôt, puisque c'était un contrat d'assurance vie classique. Sur la deuxième ligne, en dessous, vous avez l'assurance vie épargne handicap. Donc là, on fait la même chose, on met le même montant, 1 525 €. Au bout d'un an, par contre, là, je vais toucher 1,40% puisque je n'aurai pas les prélèvements sociaux. Donc ça veut dire que le rendement d'un contrat d'épargne handicap, comparé à un rendement assurance vie classique, sera forcément supérieur. Donc on va pouvoir épargner beaucoup plus rapidement. Alors là, on a mis volontairement des petites sommes, mais après, vous imaginez ce que ça peut donner sur des plus gros montants, sur une durée aussi plus longue. Là, on vous a mis un exemple sur une année pour illustrer tout ça. Donc le gain, à la fin, on va avoir un gain supérieur par rapport à un contrat d'assurance vie classique, on va être à plus de 21 €. Et en plus, parallèlement à ça, on aura gagné 380 € sur notre feuille d'imposition, puisque dans le cadre de l'épargne handicap, je pourrais déclarer mon montant, mon versement de 1 525 € sur le contrat épargne handicap, et le foyer fiscal va pouvoir bénéficier d'une réduction de 381 €. Donc au total, on a gagné, en cumulant ces deux avantages, on a gagné à peu près 400 € sur un an, par rapport à un contrat d'assurance vie classique. Ça va ? Donc là, vous voyez que c'est quand même avantageux, ne serait-ce que sur la partie réduction d'impôt, et puis sur le rendement aussi de votre contrat épargne handicap. Alors, tous ces avantages, c'est bien, c'est intéressant, mais par contre, il y a quand même des conditions pour pouvoir bénéficier de ce contrat épargne handicap. Comme je vous disais tout à l'heure, un contrat d'assurance vie classique, il peut être ouvert tout à chacun, une personne mineure. Il n'y a pas de condition d'âge, on peut en ouvrir autant qu'on veut. Un contrat épargne handicap, par contre, là, il va y avoir des conditions
qui vont prendre en compte le degré de handicap de la personne. Bah forcément, vu que c'est un contrat épargne handicap, il faut que la personne soit en capacité de justifier de sa situation de handicap. Et puis, il y aura aussi des critères d'âge et de résidence fiscale. Là, un contrat épargne handicap, il faut... en fait, c'est vrai que je ne vous ai pas expliqué à la base, le contrat épargne handicap, ça sert à quoi? Ça a été mis en place tout simplement pour que les personnes qui ne peuvent pas travailler, alors pour utiliser le terme juridique, dans des conditions normales de rentabilité, eh bien, puissent avoir une petite compensation en fait, de ce fait-là. Et cette compensation est donnée sous forme des exonérations de prélèvements sociaux et notamment aussi de la réduction d'impôts. Et donc, pour pouvoir justifier ce degré de handicap, on va demander quoi? On va demander notamment la carte d'invalidité. Enfin, son ancien nom, c'est la carte d'invalidité, hein, maintenant c'est la CMI. Carte mobilité et inclusion, je pense que ça vous parle, hein, tout ça. On va pouvoir aussi parfois avoir simplement le justificatif hein, qui vous est donné par la MDPH avec le montant, pas le montant, le taux d'invalidité qui est écrit dessus. Donc en gros, si le taux d'invalidité est supérieur ou égal à 80%, que vous pouvez justifier par le biais de cette carte d'invalidité, cette CMI ou le document qui est fourni par la MDPH, à ce moment-là, vous êtes éligible à l'épargne handicap. Si vous respectez aussi les seconds critères. Hein. Tout ça, c'est cumulable. Après, pour les personnes qui ont moins de 80% de taux d'invalidité, là, on va regarder quelles sont leurs conditions de travail. En fait, est-ce qu'ils travaillent ou pas? Si c'est un travailleur en ESAT, par exemple, le travailleur en ESAT pourra bénéficier de l'épargne handicap. Si c'est une personne qui travaille en entreprise adaptée, elle pourra aussi en bénéficier. Et j'ai souvent la question pour les personnes qui ont une RQTH, vous savez, c'est la reconnaissance de travailleurs handicapés, de qualité de travailleur handicapé. Là, on va vraiment regarder, en fait, si la personne peut travailler à temps plein ou pas, du fait de son handicap. Si son handicap ne lui permet pas de travailler à temps plein, à ce moment-là, ça veut dire que son handicap ne lui permet pas de travailler dans des conditions ordinaires, donc elle va être éligible à l'épargne handicap. Si au contraire, cette personne est RQTH, mais qu'elle peut travailler dans des conditions ordinaires à temps plein, là, elle n'aura pas le droit à l'épargne handicap. En tout cas, retenez que, par exemple, une personne qui touche la hache va être éligible à l'épargne handicap. Une personne qui travaille en ESAT va être éligible à l'épargne handicap. Ou alors, ça peut être un enfant qui va être en IME à partir du moment où il a 16 ans. Voilà, là, on pourra souscrire une épargne handicap aussi. Et puis, s'il y a d'autres situations, les autres situations comme la RQTH, par exemple, là, c'est l'assureur qui va les analyser. On peut aussi, vous pouvez aussi très bien, hein, s'il y a une situation dans laquelle on est en doute, on peut aussi très bien carrément faire une demande auprès de l'administration fiscale pour demander si, dans le cadre de la situation de la personne est éligible ou pas à l'épargne handicap. Parfois, on a des cas particuliers quand même. Et puis, donc, les autres critères, il y a notamment le critère d'âge, donc il faut être âgé d'au moins 16 ans et ne pas avoir déclenché ses droits à la retraite. Alors ça, c'est hyper important. Hein. Une assurance vie, il n'est jamais trop tard en soi pour l'ouvrir. Par contre, une assurance vie épargne handicap, si vous êtes intéressé pour ouvrir ce type de contrat, faites-le bien avant de faire valoir vos droits à la retraite. Une fois que vous êtes en retraite, le contrat est conservé, bien évidemment, mais c'est la date d'ouverture en fait qui doit être faite avant d'avoir déclenché ses droits à la retraite. Et puis le dernier critère, ça va être la résidence fiscale. Il faut absolument être résident fiscal en France, forcément vu que ça ouvre droit à des avantages fiscaux. Donc tout est lié. Je voulais vous donner une autre info aussi par rapport à ces critères d'éligibilité. On me pose aussi la question parfois, je rencontre des familles qui me disent « Ah bah tiens, j'ai ouvert un contrat d'assurance vie classique, je ne savais pas qu'il existait l'épargne handicap.
Est-ce que je peux transformer mon contrat d'assurance vie classique en contrat épargne handicap? Donc ça, c'est possible, à condition que, à la date d'ouverture de votre contrat d'assurance vie classique, vous ayez déjà répondu aux conditions d'éligibilité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple une personne a ouvert son contrat d'assurance vie et que par exemple 5 ans plus tard, elle a un accident, malheureusement elle devient handicapée, et bien en fait, au moment où elle a ouvert son contrat d'assurance vie, elle n'était pas en situation de handicap, donc là elle ne peut pas requalifier son contrat. Par contre, elle pourra réouvrir un nouveau contrat épargne handicap ensuite, mais on ne peut pas requalifier les anciens contrats. Pareil, au niveau des critères d'âge, hein, c'est la même chose, même s'il y a parfois des dérogations possibles. Donc, renseignez-vous en tous les cas auprès de votre organisme, que ce soit banque ou l'assureur. Renseignez-vous en tous les cas si vous avez un doute. N'hésitez pas. J'ai déjà vu exceptionnellement des cas où un contrat d'assurance vie sur un mineur avait été requalifié quand même en contrat épargne handicap, mais c'est très rare. Donc voilà, vous avez des... Ouais, c'est déjà arrivé ponctuellement, c'est très rare. Je pense que c'est plus un... voilà, il y a eu un accord, je pense, au niveau de l'administration fiscale, et puis aussi, c'est un accord aussi avec l'assureur. C'est vraiment très exceptionnel. Vous avez des questions par rapport à ça? Oui, monsieur. Alors attendez, monsieur, il y a le micro qui arrive. Oui, à propos des critères, pour être âgé d'au moins 16 ans, vous preniez l'exemple d'un enfant qui était, par exemple, en IME, supérieur à 6 ans, à 16 ans, à 16 ans, auquel on ouvrirait, avec les conditions, 80% par exemple, cette épargne handicap. Mais quelquefois, le critère, le taux d'invalidité est rectifié. Et surtout pendant le passage de l'enfance à l'adulte. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez un taux rectifié ensuite et vous ne répondez plus ensuite aux conditions. Qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe rien en fait. C'est vraiment les conditions au moment de l'ouverture du contrat. Après, tout au long de la vie du contrat, on ne demande pas de rejustifier du degré de handicap. C'est vraiment au moment de l'ouverture du contrat, Donc c'est acquis définitivement. Ouais, il y a une photo, c'est une photographie de la situation, si vous voulez, à un instant donné. Parfait. J'ai une deuxième question. Pendant que j'y suis, j'ai une deuxième question. Quelle est la différence entre la sortie en rente, comme vous le décriviez auparavant, Oui. et par exemple les contrats d'épargne type préfonds ou les choses comme ça? C'est-à-dire avec... L'épargne retraite classique, enfin tout ce qui peut exister. Je prends l'exemple de la préfonds parce que je la connais, mais... C'est pas du tout le même cadre fiscal en fait. Hein. Là, on reste sur un cadre fiscal assurance vie classique, tandis que tout ce qui est contrat préfonds, enfin tous les contrats de retraite, c'est vraiment une autre catégorie. C'est les mêmes déductions que ce que vous décriviez, mais est-ce qu'il y a une autre différence? Après, la différence, elle va être propre au contrat en lui-même. Au niveau de la rente, effectivement, c'est des rentes de viagères à titre onéreux. Ça change pas. Par contre, après, ça va être des conditions du contrat en lui-même. D'accord. Hein, ça va être la seule... ça va être les différences. C'est vrai qu'un contrat retraite va avoir ses propres spécificités, notamment pour les possibilités de sortie. Hein, sur certains contrats, on peut sortir en capital, en rente, voilà. C'est plutôt sur les spécificités du contrat. Après, c'est vrai que c'est les rentes viagères à titre onéreux. Dans la déclaration d'impôt aussi, sur la rente issue d'un contrat épargne handicap, on va déclarer que c'est une rente issue d'un contrat épargne handicap. Il y a une case spécifique. Oui, voilà. mais fiscalement, le résultat est le même. Fiscalement, c'est vrai que l'avantage fiscal, à savoir 50% de réduction, 40 ou 30 en fonction de l'âge de sortie, oui, globalement, c'est la même chose. Oui. D'accord, merci. Je vous en prie. Il y a d'autres questions? Alors, on passe à la suite. Donc, tout à l'heure, là, je vous ai parlé des conditions d'éligibilité. Après, d'accord. Après, il y a une autre condition. Là, ça va être plutôt une condition d'un point de vue fiscalité.
si vous voulez, pour pouvoir bénéficier des avantages fiscaux et notamment de l'exonération aussi des prélèvements sociaux, là, il va falloir respecter une condition, c'est-à-dire la durée de vie du contrat. Votre contrat, vous pouvez le fermer à tout moment, sauf que il est quand même fortement conseillé de le garder au moins 6 ans si vous avez eu des avantages fiscaux. Si vous avez des avantages fiscaux, à ce moment-là, il faut le garder 6 ans, parce que si vous le clôturez avant ces 6 ans, l'administration fiscale est en droit de venir vous réclamer de récupérer les avantages fiscaux dont vous avez bénéficié. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, hein, de toute façon, une assurance vie, déjà d'une manière globale, c'est vraiment pour les projets à moyen ou long terme. C'est bien après d'avoir des livrets à côté, ce qu'on appelle une poire pour la soif, hein, dans lesquels on peut puiser. Mais là, les contrats d'assurance vie, d'une manière générale, c'est vraiment pour du moyen ou du long terme. Et le contrat épargne handicap, ici, doit rester ouvert pendant au moins 6 ans. Alors attention, il y a souvent des personnes qui confondent. Le contrat doit rester ouvert pendant 6 ans pour pouvoir bénéficier des réductions fiscales. Par contre, ça n'a rien à voir avec la fiscalité de l'assurance vie qui est tout autre chose. Hein, vous savez, quand vous faites un retrait sur un contrat au bout de 4 ans, au bout de 8 ans, enfin voilà, il y a une fiscalité qui est différente. Ça ne change pas. Par contre, là, votre contrat doit rester ouvert pendant au moins 6 ans pour pouvoir bénéficier de la réduction d'impôt à hauteur de 25% des montants que vous versez sur votre contrat. Et puis pareil, dans le cadre de la transformation en rente, quand on transforme un contrat en rente, finalement, ça revient à dire que ce contrat, quelque part, il est clôturé et qu'ensuite on perçoit une rente. Donc là aussi, pour pouvoir transformer ce contrat en rente, il faut aussi pouvoir l'avoir conservé pendant au moins 6 ans. Bon, de toute façon, quand on transforme un contrat en rente, hein, d'une manière générale, pour que ce soit intéressant, il faut aussi qu'on ait eu le temps de capitaliser dessus. Donc, plus on le laisse longtemps et plus la rente sera aussi intéressante. Alors, vous l'aurez compris, hein, pour conclure, l'épargne handicap, il y a plusieurs avantages. Déjà, un cumul possible avec les différentes aides sociales et un impact réduit, hein, au cas par cas sur ces aides sociales. Vous cumulez aussi les avantages de l'assurance vie, en matière de constitution d'une épargne, en matière de transmission, en matière de transformation en rente pour avoir un complément de revenu. C'est quelque chose de très souple. Il y a des conditions d'éligibilité particulières, certes, mais c'est vrai que c'est bien de le savoir. Et comme je vous le disais tout à l'heure aussi, on reste quand même sur un cadre fiscal particulier, hein, qui est celui de l'assurance vie. Derrière, vous avez aussi un impact qui peut avoir lieu donc en fonction de vos différents placements sur les aides sociales. Donc là, c'est vraiment important, avant de faire un retrait sur un contrat d'assurance vie, avant de faire un placement qui peut être fiscalisé notamment, faites-vous bien accompagner et vérifiez bien l'impact des placements sur les différentes aides sociales que vous pourriez percevoir. Donc les points à retenir sur l'épargne handicap, je viens de le dire, hein, c'est l'impact minime, minimiser l'impact sur les aides sociales tout en épargnant pour ses projets. Ça, c'est important quand même, cette notion d'épargne. Moi, je rencontre aussi des parents parfois qui me disent « Non, mais de toute façon, ça vaut pas le coup de placer pour mon enfant. Si je place, derrière, on va tout récupérer. Ces aides sociales vont être supprimées. Enfin voilà, il n'y a aucun intérêt. » Sauf que quand on est bien accompagné, qu'on a le bon conseil, on peut se rendre compte qu'il est possible d'épargner, d'assurer l'avenir quand même de son enfant, de lui donner aussi une autonomie financière, tout en préservant à côté les aides sociales. Mais il faut avoir le bon conseil, en fait. Et puis, l'épargne handicap, comme tout placement, en fait, hein, plus vous le faites tôt et plus ça va être avantageux, ne serait-ce que pour la rentabilité de votre contrat. Et puis en plus, si vous avez des avantages fiscaux, vous allez économiser de plus en plus tôt. Vous pouvez obtenir un complément de revenu, donc soit vous organisez ce qu'on appelle chez nous des rachats partiels programmés, c'est-à-dire des retraits qui sont programmés. Vous dites voilà, tous les ans, tous les 6 mois, on vous fait une petite simulation financière et donc vous voulez financer un projet ou avoir des compléments de revenus à la retraite, par exemple. Vous dites, tous les 6 mois, par exemple, je vais prélever telle somme sur mon contrat. Donc, vous allez avoir un complément de revenu par ce biais. Ou alors, votre contrat, vous le transformez en rente et là, vous avez un revenu à vie
qui bénéficient d'avantages fiscaux particuliers. Et donc, justement, concernant ces avantages fiscaux, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, si vous faites un retrait sur un contrat d'assurance vie, faites-vous bien déterminer le montant des intérêts compris dans ce retrait pour voir quel est l'impact sur les aides sociales. Essayez de vous faire accompagner le plus possible aussi par une personne qui connaît le mécanisme des aides sociales, parce que comme je vous l'expliquais tout à l'heure, parfois on pense bien faire et au final on se retrouve dans une situation vraiment difficile. Et puis voilà, d'avoir vraiment cette vision. Donc ne vous mettez pas de frein, faites-vous bien accompagner, renseignez-vous. Et une fois que vous aurez toutes ces infos, alors les renseignements, vous pouvez les avoir bien évidemment auprès de votre association UNAPI, auprès du département, auprès d'organismes qui proposent l'épargne handicap à condition qu'ils connaissent bien le mécanisme des aides sociales. Mais en tout cas, voilà, vous avez pas mal de personnes autour de vous qui sont là pour vous renseigner et pour vous accompagner. Alors, Ah oui, alors juste une petite info aussi nous concernant. Je vous mets mes coordonnées ici si jamais vous avez besoin des infos particulières qui vous sont personnelles. Parce que là, je vous donne des infos vraiment généralistes, mais après, chaque situation est différente. Ici, on a aussi une agence qui est basée... alors nous, on a un conseiller mutualiste dans chaque département. Donc nos conseillers sont formés aussi à l'épargne handicap et aux aides sociales. Donc voilà, si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher de la Carac. Et moi, je suis aussi sur l'espace stand à côté si vous avez des questions plus personnelles. Est-ce que vous avez des questions ? Merci beaucoup. Je crois qu'on a répondu au fur et à mesure. Juste une pour les personnes qui bénéficient d'une RQTH, vous en avez parlé tout à l'heure, oui. Qui peuvent éventuellement avoir le droit, j'allais dire, d'ouvrir ce type de compte. Quel taux vous avez dit qu'il fallait qu'ils soient en emploi partiel? Oui. Maximum de combien? Quelqu'un qui travaille à 90%, a-t-il la possibilité d'ouvrir ce contrat où il faut être que à mi-temps? Quel taux Il n'y a pas de taux, en fait, dès lors que la personne n'est pas à taux plein. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Enfin, à temps plein, pas à taux plein. Mais... Non, oui. Juste pour savoir si c'était accessible aux auto-entrepreneurs. Ça dépend. Alors oui. Après le statut, enfin la qualité du travailleur ne joue pas en fait. C'est vraiment les conditions que je vous ai énoncées tout à l'heure, le taux d'invalidité, l'âge et la résidence fiscale. Si cet auto-entrepreneur a un taux d'invalidité de 80%, il sera éligible à l'épargne handicap, par exemple. D'autres questions? Oui. Monsieur d'abord, madame après. Oui, est-ce qu'il y a un plafond sur ce contrat épargne handicap? Ah oui, c'est une bonne question. Non, il n'y a pas de plafond. Vous pouvez verser autant que vous voulez. En fait, c'est le même principe que pour tous les contrats d'assurance vie. Il n'y a pas de montant limité. C'est pas comme sur certains livrets bancaires, effectivement, où vous avez un plafond. C'est bien ça, un plafond de versement. Oui. Oui. Non, vous pouvez mettre la somme que vous voulez sur ce contrat. Et le plafond de 150 000 sur un contrat d'assurance normal en cas de décès, oui. Est-ce qu'il s'applique également? Oui. Si vous avez un contrat épargne handicap, donc vous êtes en situation de handicap, vous décédez, vous avez ce contrat épargne handicap, donc qui va être dont le capital va être donné à vos bénéficiaires. Oui, le plafond de 152 500 € par bénéficiaire. Donc l'abattement en fait fiscal va être applicable aussi. Il y aura pas de droit de succession sur cette somme-là. Mais ça ne constitue pas un plafond pour le bénéficiaire lui-même. Non, ça ne constitue pas un plafond. On peut transmettre autant. Si par exemple vous avez 400 000 € sur votre contrat d'assurance vie, vous transmettez les 400 000 €.
Si c'est un enfant, par exemple, à qui vous transmettez, il y aura déjà l'abattement ordinaire, en fait, qui va s'appliquer, l'abattement sur les droits de succession. Donc, d'un parent à un enfant, c'est 100 000 euros d'abattement de droits de succession. Et ensuite, il y aura l'abattement de 152 500 euros qui va s'appliquer dans le cadre de l'assurance vie. Donc ça veut dire qu'au total, sur les 400 000 euros, en fait, il y aura déjà un abattement de 252 500 euros. Et donc la part fiscalisée, ce sera tout le reste. Ça va ? C'est vrai que cet abattement, c'est un abattement qui se cumule aux abattements sur les droits de succession ordinaires. Si je donne 10 000 à mon enfant, Oui. si je le laisse sur son compte, je suis obligée de le déclarer. Alors c'est une donation. Si vous faites une donation. Ouais, mais on veut pas que ça passe en donation. On dit 10 000, allez, je donne 10 000. Ouais. Alors après, là c'est du cas par cas, mais normalement c'est mieux de passer par des donations. Donation. Et si je le laisse sur le compte sans le mettre dans une assurance vie, Sur quel compte ? un compte de dépôt, un compte chèque, Ouais. je suis obligée de le déclarer Bah là, disons que. pour l'âge, pour l'aide sociale. Alors là, c'est pas ma partie, par contre, sur la déclaration AH et l'aide sociale. Et si je le mets sur l'assurance vie, c'est pas. Bah en fait, nous on conseille quand même de déclarer une donation qu'on vous faites comme Non, ça. mais ok, on déclare, d'accord, on déclare. Mais Oui. après, c'est pas déduit de l'AH. Ah, si votre enfant a 10 000 euros sur Oui. son contrat épargne handicap, Ouais. bah non, puisque Il faut c'est le mettre pas. sur l'assurance vie, du coup. Oui, vous pouvez le mettre sur l'assurance vie. En fait, par rapport à la hache, c'est tous les placements qui ne sont pas fiscalisés n'auront pas d'impact sur la hache. Donc même si vous mettez sur son livret A, par exemple, il n'y aura pas d'impact. Par contre, il y aura un impact seulement si sur un contrat d'assurance vie, si vous faites un retrait et que sur ce retrait, il y a des intérêts et que ces intérêts sont assez conséquents et là, il y aura un impact possible sur la hache. Mais par contre, concernant la hache, que vous placiez vos 10 000 euros sur le livret A, sur l'assurance vie, enfin voilà, sur tout type de contrat qui n'est pas fiscalisé, il n'y aura pas d'impact sur la hache. D'accord. Mais sur l'aide sociale. Ah, sur l'aide sociale, non, c'est autre chose. Sur l'aide sociale, tous les revenus sont pris en compte. Ouais. Hein, voilà. Sauf si, effectivement, c'est un contrat épargne handicap. D'accord. Là, oui, d'accord. J'étais restée sur la hache, mais effectivement, sur l'aide sociale, c'est un autre mécanisme. Retenez ce tableau. Y a-t-il d'autres questions? D'autres remarques? Non, c'est que tout est bon. clair. Ah, si. Donc, en cas de décès, par exemple, si on a un petit peu, voilà, est-ce qu'on peut demander à ce que ce soit versé sur son placement handicap ou comment ça se passe pour Par exemple, pouvoir- un parent qui décède veut que la somme soit placée sur le Ouais. contrat épargne handicap de son enfant. Ouais. Oui, effectivement. Alors, là, c'est vrai que c'est un sujet que j'aborde aussi d'habitude, mais là, on l'a pas abordé parce qu'on n'aborde pas la transmission. Mais effectivement, c'est fortement conseillé même de passer, Par le notaire, faire un en testament, demandant. par exemple, et de demander à ce que les sommes que vous avez et que vous souhaitez transmettre en cas de décès à vos enfants soient placées sur le contrat épargne handicap, effectivement. D'accord, merci. D'autres questions? D'autres interventions? Non. Vous êtes assommé par la faim? Moi, j'espère que c'est pas moi qui vous ai assommé non plus. Ok, c'est tout bon. Bah, C'est tout écoutez, bon. Ben, merci beaucoup pour votre écoute. merci à vous, Madame Lasca.